Bonjour, David Roner. Alors avant que je commence, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, comme vous avez vu, le thème d'aujourd'hui, c'est l'archivage des emails. Euh, alors, je travaille pour NetJapan. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre produit, comme vous voyez, c'est MailVault. Alors, avant que je commence, est-ce que vous m'entendez bien? A priori, ça devrait aller. Vous voyez bien la fenêtre MailVault, comme je vais vous montrer. Parfait, merci pour la confirmation. Euh, Et donc, voilà, vous voyez, MailVault, tout simplement, bon là je l'ai déjà installé, il est installé sur le serveur, vous voyez son adresse IP. Euh, c'est la solution qui va nous permettre d'archiver des emails. Ça fonctionne tout simplement dans la. Alors une fois que vous l'avez installé sur le serveur de votre choix, c'est une installation qui prend maximum 2 minutes ou 5 minutes si vous avez de la peine à vous rappeler les différents logins. Alors c'est Windows ou Linux, vous avez le choix. Et puis là, bon, j'ai déjà fait la première configuration qui m'avait pris 2 minutes. Dans cet exemple-là, c'est un collègue qui l'a fait. Il a archivé une ancienne boîte mail. On a à peu près 5 millions d'emails, donc ça va être plus intéressant pour les exemples après. Euh, alors cette console web, c'est pas seulement pour moi en tant qu'administrateur, mais aussi pour les utilisateurs, même les utilisateurs finaux, pour qu'ils puissent restaurer leurs emails eux-mêmes. Donc, vous voyez, c'est anglais, c'est encore en anglais. La traduction, elle est en cours. Alors, on espère avoir fini à la fin de l'été, sinon à la fin de l'année 2019, les traductions. Il faut voir l'avancement. Donc, l'allemand a déjà commencé, le français, ça devrait être vite fait. Euh, c'est un. Donc là, vous pouvez on va faire ça ici à NetJapan Europe. On a un partenariat avec la personne qui développe MailVault. Nous, on utilise à NetJapan depuis des années MailVault. C'est pour ça qu'on s'est proposé de faire la distribution de ces licences MailVault qui sont vraiment très pratiques, comme vous allez le voir. Euh, alors, la première fenêtre, la recherche ici, c'est très bien. Bon, avant de pouvoir l'utiliser, il faudra quand même faire quelques paramétrages de base que j'aimerais vous montrer. Donc, en tout premier, évidemment, dans les settings encore. Alors, bon, la première question, c'est comment vous allez acquérir les emails. Donc ça va être lors de la toute première installation. Et là, vous allez avoir les sources de où vous allez récupérer. Donc, typiquement, nous, on a mis des sources par rapport au POP et au IMAP, mais vous n'êtes pas obligé de faire que ça. Vous pouvez aussi ajouter d'autres sources comme enfin vous pouvez choisir d'autres sources pour aller chercher les les différentes emails. Il y a une seule chose qui est nécessaire, absolument, c'est d'activer la fonction journaling. Le journaling, ça existe dans toutes. Peut-être vous connaissez déjà. Pour ceux qui connaissent pas, euh, il suffit de l'activer. Dans un Exchange, ça va s'activer assez facilement. Il faut juste déterminer quelle sera la destination de ce journaling. Donc c'est quoi? C'est vous allez avoir tous les emails dans un autre endroit. Donc typiquement, ça serait une mailbox dédiée. Comme ici, on voit que voilà, ça a été défini par mon collègue. Et ce que va faire la solution d'archivage MailVault, elle va aller prendre l'email à l'endroit où ce journaling se trouve et va donc effacer dans le journaling, ça ne prenne pas plus de place, mais elle va le stocker chez elle pour l'archivage. Et donc, vous allez me dire, si on a déjà le journaling, alors quel est l'intérêt de faire de l'archivage? Déjà,
si vous avez un, un serveur mail, en général, vous allez avoir un disque dur assez cher, très performant, sur lequel on ne veut pas stocker des terras et des terras de mails pendant plusieurs années. Donc ne serait-ce que pour ça, mais en plus, même si vous avez des disques durs pour l'archivage qui vont être du même prix, vous allez quand même gagner un tiers de la place. Donc, mais parce que l'archivage va pas seulement faire de l'indexation dans l'archive, il va aussi s'occuper de faire une déduplication plus une compression. La déduplication, on peut s'imaginer dans une entreprise, ça va être très bien pour tous les sous-signés à tout le monde dans l'entreprise. Évidemment, ça va être identique. Donc vous allez gagner énormément d'espace avec cette déduplication. Alors, une fois que voilà, donc en gros, on estime vraiment un espace gagné de 1/3. Donc ça, concrètement, c'est ce qui est arrivé ici avec les 5 millions de messages qu'il y a ici. Il y a 1/3 de l'espace disque qui a été économisé. Bon, pas tout à fait 5 millions, on voit qu'il y a 4 700 000. Et ça, c'est assez pratique. Alors, après, une fois qu'on a tout stocké, on a fait nos paramétrages, la première fois que vous le lancez, MailVault va scanner tous les mails. Vous pourrez décider si vous gardez ou pas les emails dans le journaling. Et là, vous occupez de... une fois que tout est importé, vous êtes déjà prêt à faire vos recherches. Après, pour récupérer les emails, il faut faire un autre paramétrage, c'est les outbound emails. Donc là, on a décidé que ce qu'on va voir, c'est mailvault@munter.ch avec ce SMTP host. Et ça, c'est ce que va voir l'utilisateur quand il va restaurer ses mails, même lui-même. Et puis là, on voit des options POP 3D, IMAP-D, SMTP-D. C'est MailVault, la solution d'archivage qui va mettre à disposition lui-même un host POP3, IMAP ou SMTP. Le plus pratique, c'est l'IMAP. Si vous le mettez, par exemple, dans le Outlook d'un client, sans qu'il ait besoin de se connecter à ce serveur ici, il aura tout de suite une liste de tous les emails sous forme IMAP, donc un index directement comme un add-in en fait dans Outlook, où il pourra restaurer comme une boîte mail à part, mais qui sera essentiellement pour l'archivage. Alors voilà, donc par rapport aux paramètres, encore une chose dans les archives, on peut choisir par exemple avec des filtres. Au niveau du spam, on a dit on va filtrer tout ce qu'il y a par rapport au spam, donc on va dans les paramètres. Donc on va pas archiver si le sujet contient du spam, le mot-clé spam. Vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de différentes règles par rapport à ce que vous souhaitez archiver ou non. Ou autrement, vous pouvez mettre le mot-clé privé. Vous autorisez à vos utilisateurs d'envoyer des mails privés avec l'adresse professionnelle. Vous allez leur dire, mais mettez juste dans l'objet un mot-clé privé, par exemple, ou rajoutez ça. Ça ne sera pas archivé, ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise. Ensuite, par rapport au cloud storage, pour l'instant, il y a le nôtre pour MailVault, SkyStore. À l'avenir, on veut mettre à disposition aussi d'autres types de cloud. Il faudra voir avec
sous quelle forme ça va se faire, peut-être FTP, peut-être une autre forme. On verra ce que le développement va en faire, mais c'est sûr que c'est un projet de pouvoir vous permettre d'avoir un stockage cloud que vous pourrez définir vous-même dans le futur. Alors, par rapport aux utilisateurs, ce qui est le dernier point important, surtout au niveau des licences, vous allez payer par utilisateur. Donc, je prends le user list directement. Donc, j'ai déjà créé les différents, enfin mon collègue a déjà créé les différents utilisateurs. Et là, typiquement, je vais payer pour 8 utilisateurs. Comment on définit, alors ça c'est important puisque vous allez payer par utilisateur, comment vous définissez un utilisateur? Déjà, premièrement, un utilisateur a plusieurs adresses email. Alors déjà, ça va être un ensemble, typiquement ici, vous avez, alors vous voyez, là il y a Cécile qui a plusieurs adresses email. Il faudra spécifier exactement quelles sont les adresses email pour cet utilisateur-là, et vous ne payez qu'une seule licence pour tous ces utilisateurs-là. Et aussi, autre chose, il y a une définition d'utilisateur dans MailVault qui est que un utilisateur est quelqu'un qui, lors des 60 derniers jours, a envoyé un email. Alors, pas reçu, hein, c'est clair, c'est qu'il a envoyé un mail les 60 derniers jours. C'est important à savoir, si vous avez un employé qui quitte l'entreprise ou qui se fait remplacer, vous avez 60 jours de délai. Ça doit faire partie des calculs. Sinon, c'est assez flexible. On peut imaginer que vous avez tout le support. Alors, vous souhaitez pas payer une licence pour chaque supporteur, chaque personne qui travaille au support chez vous ou chez votre client. Vous n'allez utiliser qu'une seule adresse pour envoyer avec une adresse email. On peut imaginer support.netjapan.eu. Et tous les employés n'envoient que avec cette adresse-là. Ça vous permet de ne payer qu'un seul utilisateur. Ça, c'est tout à fait faisable. Pardon. Alors, ce qu'il y a aussi, ce que vous pouvez aussi définir une fois que vous avez mis tout ça, c'est les rapports par rapport à l'espace occupé ces derniers. Donc là, vous voyez, bon voilà, on a vraiment, on est vraiment dans une archive hein, par rapport aux audits. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Je sens que je vous ai montré un peu l'essentiel avant de passer à ce qui nous intéresse, qui est en fait la recherche hein, des emails. Attends, hein. Ouais, je suis aussi là. Alors vous voyez, là il y a aussi une politique de rétention. On peut définir que au-delà de 10 ans, on peut supprimer les emails des archives. Ça n'a plus d'intérêt au niveau de l'entreprise. Au niveau légal, il y a prescription, on dit c'est terminé. On va effacer les emails. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de ne pas avoir des bases de données qui vont grandir d'une manière totalement anarchique sur le long terme. Aussi, par rapport à la licence, c'est tout simplement un fichier hein, que vous commandez.
Il suffit de l'importer ici et puis on est bon. On voit bon, le nombre d'utilisateurs. On voit en ce moment en utilisation, se dire qu'il y a personne qui a envoyé des emails avec les comptes d'ici pendant les 60 derniers jours. C'est pour ça qu'il y a 0. Ça, vous avez été attentif tout à l'heure. Aussi, voilà, donc en fait c'est tout. Vous voyez, c'est assez simple à utiliser, à paramétrer. C'est Vous avez encore quelques petites autres possibilités. Comme vous connectez, par exemple les utilisateurs, ça je vous l'ai pas dit, si vous avez un Active Directory, vous pouvez tout simplement les importer tous les utilisateurs d'un Active Directory tel quel. Et puis vous avez tous les différents rôles sans devoir passer beaucoup plus de temps à l'installation, à mettre en place tous les différents utilisateurs. Sinon, vous pouvez aussi décider de le faire manuellement, bien sûr, juste prendre un peu plus de temps. Il y a même de l'Office 365, il y a vraiment beaucoup de différentes options que vous pouvez utiliser pour vraiment installer ça rapidement. Même si c'est juste pour faire un tout petit test rapidement, vous pouvez sans problème rechercher sur Internet, le moteur de recherche favori, MailVault Trial, hein, et vous allez avoir tout de suite une licence de test. Vous pourrez installer ça en 2 minutes et vous rajoutez par exemple tout simplement un Gmail et vous allez pouvoir l'importer sans problème. Vous êtes limité dans la trial au nombre de messages. Alors, je sais plus si c'est 1000 ou voilà, c'est égal combien. Vous allez déjà pouvoir voir comment ça fonctionne et combien d'espace ça va prendre. Ça va très très vite. Donc aussi une chose importante, vous voyez que là alors je vais vous montrer les recherches. Si par exemple je mets test, je vais avoir les pleins pouvoirs sur les emails qui seront trouvés. Ça c'est parce que je suis administrateur. Avec les droits d'utilisateur, simple utilisateur, ça c'est une possibilité qui ne sera pas donnée logiquement, parce qu'on ne veut pas. C'est aussi au niveau de la réglementation européenne, il nous est interdit de supprimer des emails au-delà d'une certaine, enfin, on est obligé d'archiver les emails professionnels. Ça, c'est une obligation légale. Si on les supprime, là, on devient hors la loi. Donc, il faut faire très attention de qui a le droit de supprimer des emails. Ça, c'est pour ça qu'on essaie d'avoir aussi peu d'administrateurs que possible. Il y a vraiment une seule personne qui s'occupe de faire ça, ne serait-ce qu'au niveau légal, qu'une personne qui puisse être responsable de ce contournement légal. Alors, vous voyez, au niveau test, là, il a trouvé tous ces résultats. Donc c'est un serveur qui est hors site, pour ça ça a pris un petit peu de temps à travers le VPN. Là, on a plusieurs manières de faire les recherches. Hein. Si par exemple là à droite j'ai des possibilités par rapport à des contacts ou des mots clés. Là, on voit c'est des contacts qui m'intéressent. Donc on peut dire par exemple, on va dire c'est PC type. On a plusieurs possibilités. Est impliqué, ce contact est impliqué ou n'est pas impliqué, ou c'est l'envoyeur ou le récipient, celui qui reçoit. Donc, le destinataire. Alors on va dire d'accord, il faut qu'il soit impliqué PC type, montré, et là il va me les trier à partir de là.
et on voit partout où PC type est impliqué. Il y a une centaine de mails. Et là, on a encore dans les résultats la possibilité de chercher, par exemple, je me rappelle qu'il y avait une fois quelque chose avec 500 millions, je ne sais plus exactement, quelque chose. Donc je vais regarder 500. On trouve encore dans ces résultats-là, on peut encore affiner la recherche. On n'est plus que sur 18, donc voilà, 1500 millions, quelque chose avec Apple en allemand. Et donc c'est ça qui m'intéressait et que je vais retrouver. Donc vous voyez, assez simple d'emploi. Comme j'ai dit avant, l'utilisateur lui-même pourra le faire. Bon, une fois que j'ai décidé ce que je vais faire avec ça, je vais le forward. Alors là, justement, ce que je disais avant, le delete, moi je peux le faire en tant qu'administrateur, mais à limiter au maximum. Il faut qu'un minimum de personnes aient la possibilité de faire cette action-là. Forward as original, là ça va être exactement la même en tête. Vous aurez à la date près, vous aurez le même header, sauf évidemment au niveau de la réception, ça c'est clair. Si vous faites un forward simple, vous allez avoir l'email donc attaché en format email tout simplement. Décider de faire le forward. Donc alors on l'a mis en forward. Donc je vais le recevoir après. Donc vous voyez, c'est assez simple d'utilisation, ça va instantanément. Là évidemment il a utilisé le SMTP que j'ai paramétré tout à l'heure dans les settings. Et je sais pas s'il y a des questions. Est-ce que ouais, pour l'installation, je vous ai pas montré point par point, mais vous allez voir, ça va être tellement facile. Au pire, vous pouvez toujours nous contacter, netjapan.eu. On s'occupe aussi du support pour MailVault, soit dans le chat, soit dans le support directement. Dans le chat, si vous pensez que ça sera vite réglé, puis si vous voyez que ça pas dans le chat, c'est pas un technicien, donc bon, il viendra peut-être nous demander en technique, mais si ça prend un peu trop de temps, vous pouvez toujours venir au support directement, support.netjapan.eu. Aussi, donc il n'y a pas de questions, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions. Une chose importante donc ce que je vous montre maintenant, c'est pour un client. Il avait ses boîtes email. Là, j'ai mes boîtes email, donc c'est en l'occurrence les nôtres, mais ça peut être chez un client avec les différentes boîtes email, les différents domaines qui lui appartiennent. Mais vous pouvez aussi vous décider pour ce qui s'appelle une Cloud Edition, donc pas une licence simple comme celle-ci basée sur un nombre d'utilisateurs, mais aussi une Cloud Edition qui vous permet de proposer à tous vos clients un service comme en tant que service provider MailVault comme solution. Donc vous êtes sur votre cloud, vous avez tous vos clients délimités par leurs utilisateurs et aussi leur domaine qui vont tous accéder à votre Cloud Edition. Donc ça c'est pratique, ça vous permet d'avoir une seule installation à faire et pas pour chaque client sur site ou alors dans votre cloud, il faudrait prévoir un serveur pour chaque client. Non, ça c'est pas nécessaire de faire un serveur chez vous dans votre cloud pour chaque client. Vous centralisez tout avec la Cloud Edition. Et là, vous l'installez que sur Linux, CentOS ou Ubuntu.
pas de nécessité de faire par client une installation spécifique. Donc voilà, ça c'est aussi très pratique au niveau de la déduplication, surtout si c'est des clients à vous qui sont en contact les uns avec les autres. Ils vont pas voir les mails entre eux, évidemment, sauf ceux qui se sont envoyés. Mais c'est aussi au niveau de la déduplication, si vous avez plusieurs emails, s'ils communiquent entre eux, ça va vous permettre de bien compacter tous ces emails. Voilà. J'espère que c'était clair. Il n'y a toujours pas de questions, donc je pense que j'ai dû être limpide, j'espère. Dernière petite fonction, hein, vous pouvez toujours avoir un client qui va dire qu'il a, je sais pas, vous avez un gros pépin sur l'exchange. Vous avez perdu absolument toute une boîte aux lettres. Alors bon, tout ce qui n'a pas été archivé, ben bon, ça va être compliqué. Hein, il faudra essayer de se démener. Par contre, pour tout ce qui a été archivé, vous dites bon ben en fait tout le mail a été perdu, tous les mails ont été perdus. Vous sélectionnez le restore, tous les emails pour l'utilisateur des runners et puis vous l'envoyez. Donc ça serait pour moi tous les emails que j'ai perdus de tous les temps et je me mets comme original, donc ça va re-remplir ma nouvelle boîte aux lettres sur l'exchange. Ça évite de se casser la tête avec des fichiers PST qu'on a sauvegardés d'une image bare metal. Là vous avez déjà la granularité par email, c'est pas stocké dans un énorme fichier un peu obscur. Ça va être beaucoup plus facile lors des pannes de serveurs email. Voilà, donc moi c'est tout ce que je veux montrer, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc je vais vous souhaiter un bon après-midi et merci pour votre attention. Au revoir.